Ma femme a caché un secret avec le vétérinaire de la ville, et ses parents pasteurs ont aidé à tout couvrir. Alors, j'ai retourné la situation et tout exposé d'un seul coup. J'étais entouré de menteurs, d'hypocrites et de traîtres. Ma femme, enceinte. Mes beaux-parents, qui faisaient semblant d'être sains, savaient tout. Tout le monde pensait que j'étais l'idiot. Mais ce jour de Thanksgiving, je me suis levé et j'ai détruit leur petit théâtre devant tout le monde. J'ai 31 ans, et j'ai été marié à Becky, 27 ans, pendant 4 ans. On s'est rencontrés à la fac, quand je terminais mon diplôme en administration et qu'elle étudiait le marketing. La première fois que je l'ai vue, c'était à un barbecue avant le match de rentrée. Elle jetait des coups d'œil vers notre groupe et, au bout d'un moment, elle est venue avec ses amis. Elle a tenté la vieille technique de « l'accident », mais elle a fini par renverser son verre sur ma chemise préférée. J'ai ri et je lui ai lancé une petite phrase idiote, du genre. « Je suppose que tu me dois maintenant un dîner. » Elle a rougi, s'est excusée 1000 fois, mais à la fin, elle a pris mon numéro. On a commencé à sortir ensemble, et ces premiers mois étaient magiques. On passait des nuits entières à discuter de tout. Elle me parlait de son enfance stricte avec ses parents ultra-religieux, et moi, je racontais comment j'avais perdu mon père à 15 ans et aidé ma mère à maintenir la ferme familiale. On restait assis dans ma camionnette, à regarder les étoiles, à rêver de notre futur. Elle dessinait des plans de maison pendant que je parlais des champs et, bizarrement, ça ne l'ennuyait pas. 2 ans plus tard, je l'ai demandé en mariage à son endroit préféré, au bord d'un lac. J'avais économisé pour une bague chère, qui l'a fait pleurer tout de suite. Ce soir-là, elle m'a dit qu'elle voulait avoir des enfants avec moi un jour. Avec le temps, je pensais vraiment avoir tout, un mariage solide, ma propre ferme, et un avenir construit à la sueur de mon front. Rien ne m'avait été offert. Chaque dollar venait de semaines de 70 heures, de prêts, d'investissements en matériel et en terre. J'avais transformé ces hectares de terre pauvre en une exploitation rentable qui avait rapporté près de 300 000 $ l'année dernière. Je n'avais aucun problème à offrir à Becky la vie dont elle rêvait. Quand on s'est marié, on disait vouloir la même chose, des enfants, une famille, tout ça. Mais environ 1 an après, Becky a commencé à dire « attendons un peu pour avoir des enfants ». Ce n'était pas mon plan initial, mais je n'allais pas la forcer à devenir mère trop vite. Alors, j'ai mis encore plus d'énergie dans notre vie à deux. Elle voulait sa vie rurale de rêve, alors j'ai acheté une petite ferme à la périphérie. Mais laisse-moi te dire un truc, la vie rurale, selon Becky coûtait une fortune. Elle voulait un cheval pur sang valant 6 chiffres, car un cheval, normal, ne suffisait pas. L'animal ne servait quasiment à rien, il restait au pré, juste pour être beau, pendant que je payais 2000 $ par mois en nourriture spéciale, vétérinaire et entraîneur. Après ça, elle a voulu des vaches brahman importées, car les vaches classiques n'étaient pas esthétiques pour elle. Un jour, elle a même dit que nos Hereford étaient trop basiques. Et je ne te parle même pas des pick-up, un nouveau diesel chaque année, car l'ancien n'était plus assez cool. Je payais tout. Si elle était heureuse, ça me suffisait. Et c'est là que tout a commencé à déraper. Un jour, la meilleure amie de Becky, Emily, m'a envoyé un message urgent. Elle voulait passer à la maison quand Becky n'était pas là. J'ai pensé que c'était une surprise pour mon anniversaire ou un truc du genre. Emily et moi, on n'était pas proches. Amis de Becky depuis le lycée, toujours fauchés, du genre à poster sur les réseaux projets, sans jamais rien réaliser. Elle travaillait comme vétérinaire le jour et servait des cocktails le week-end au Rustinel pour payer un petit studio minable. Ces derniers temps, elle parlait beaucoup de lancer son propre business, une marque de nourriture bio pour animaux. Elle n'arrêtait pas de dire que la nourriture industrielle était toxique, et que ses recettes spéciales avaient guéri les problèmes digestifs de son chat. Il y a quelques mois, elle m'avait demandé si je voulais investir ou si je connaissais quelqu'un. J'avais dit, peut-être, mais je n'y avais pas prêté attention. À mes yeux, c'était une rêveuse qui sautait d'une idée à l'autre sans jamais passer à l'action. Quand elle est arrivée chez moi, j'ai senti tout de suite qu'il y avait un problème. Elle m'avait écrit 5 minutes avant pour vérifier que Becky était bien partie. Une fois à l'intérieur, elle semblait nerveuse. « Tu veux un café ?» J'ai demandé, pour détendre un peu. « Non. Ça ne va pas durer longtemps, » elle a répondu. Puis, elle a sorti un dossier de son sac, l'a balancé sur la table et a dit « Tu dois absolument voir ça. » J'ai cru que c'était son business plan ou un nouveau prêt qu'elle voulait que je garantisse.
Mais quand j'ai ouvert, c'était un documentaire sur la ruine de mon mariage. Capture d'écran, photos, vidéos, factures d'hôtel, tout était là. Becky avait une liaison avec le docteur Jason Cooper, le vétérinaire de la ville. Celui qui m'avait facturé 5 000 $ l'année dernière quand un de nos chevaux avait eu des coliques. Et qui m'avait ensuite envoyé une carte de Noël avec la photo de sa « famille parfaite ». Sa femme, Cathy, enseignait à l'école du dimanche et organisait chaque année la vente de charité. Jésus-Christ, c'est tout ce que j'ai réussi à dire en feuilletant. Il y avait plus de 70 pages de preuves. Émilie avait tout trié par date, avec des post-it pour expliquer chaque élément. Une organisation presque terrifiante. Les photos étaient explicites. On voyait bien les dates et heures, prouvant qu'il se retrouvait à l'hôtel précisément les jours où Becky disait qu'elle aidait sa mère à l'église. Des images de la caméra de surveillance dans notre garage montraient son pick-up arrivant 20 minutes après mon départ pour un voyage de 3 jours, afin d'aller voir une moissonneuse-batteuse dans le Nebraska. Ensuite, on les voyait tous les deux ressortir ensemble 2 jours plus tard, main dans la main, en train de s'embrasser à côté de son pick-up. Il y avait aussi des captures de centaines de messages échangés entre eux pendant 8 mois. J'ai hâte qu'ils repartent. Ne t'en fais pas, mon amour. Il ne se doute de rien. Lire ça, c'était comme recevoir un coup de sabot dans la poitrine, d'une de ces vaches bramant qu'elle devait absolument avoir. À chaque fois que Becky disait qu'elle partait en voyage avec des amis, elle était avec lui. À chaque fois que je partais dans un autre état pour acheter du matériel agricole, ils étaient chez moi. Dans mon lit. Les images de surveillance montraient son pick-up garé chez moi au moins 11 nuits pendant mon absence. Il y avait même une facture d'hôtel à Memphis, pour un week-end où elle jurait être dans un spa avec Émilie et 2 autres amis. Le plus ironique ? Émilie était aux Bahamas ce week-end-là. Je m'en souviens très bien, elle avait posté une 50aine de photos à la plage sur les réseaux. Alors, qui étaient ces « amis » avec Becky ? Personne. Juste elle et le docteur Cooper, dans une suite que je payais. Et puis vient le pire, elle est enceinte. Mais pas de moi. Du vétérinaire. C'est moi qui l'ai emmenée chez le médecin, inquiet qu'il y ait un problème. Pendant ce temps, elle envoyait des selfies à lui avec des légendes du genre. Ton bébé me donne la nausée aujourd'hui. J'ai tellement hâte de lui dire que c'est le tien, juste pour qu'il arrête d'insister pour avoir des enfants. Il y avait même une capture de conversation datant de 3 semaines. Elle, je crois qu'il va falloir que je lui dise bientôt. Ça commence à se voir un peu. Lui, et tu vas lui dire quoi ? Elle, que c'est le sien, évidemment. Il veut tellement avoir un enfant qu'il ne va même pas faire les calculs. J'ai dû sortir de la maison après avoir lu ça. Je suis resté debout dans la cour pendant 10 minutes, à essayer de ne pas vomir ou de ne pas frapper quelque chose. Son culot me rendait fou. Elle comptait me refiler l'enfant d'un autre, et sûrement continuer à voir le vrai père dans mon dos. Quand je suis rentré, Émilie était toujours assise à la table, en train de scroller sur son téléphone comme si elle n'avait pas détruit ma vie 5 minutes plus tôt. « Depuis combien de temps tu sais ?» ai-je demandé. Elle a posé son téléphone. Je soupçonnais depuis 6 mois. J'ai eu des preuves réelles seulement ces 3 derniers mois. Ça a pris du temps à tout rassembler. Pourquoi maintenant ? Dis-moi pourquoi. C'est là qu'Émilie a lâché la vraie raison. Écoute, je sais que c'est fou, dit-elle, sans me regarder dans les yeux, mais je dois quitter cette ville. Repartir de zéro. Ce projet de business dont je t'ai parlé, j'ai déjà tout planifié. Il me manque juste un capital. Je l'ai fixé. Donc tu veux que j'investisse dans ton projet ? Sérieusement ? Elle a secoué la tête. Ce n'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que Becky sait que j'ai les captures de leurs messages. Elle m'a surprise en train de fouiller son téléphone la dernière fois qu'on a eu une soirée fille. Elle était aux toilettes et écrivait à Jason devant moi, mais elle a oublié de verrouiller son écran. J'ai profité pour prendre des photos. Mais elle est revenue plus tôt, m'a vu et a explosé. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je parlais, elle s'assurerait, avec son père, que je ne trouve plus jamais de travail dans ce comté. Elle a lâché un petit rire nerveux. Je crois que je suis foutu de toute façon. Alors, je me suis dit qu'au moins, je devais faire une bonne action avant de partir. Et puis, Becky raconte partout que j'ai essayé de draguer Jason et qu'il m'a rejeté. Et le pire ? Certains commencent à y croire. Je ne savais pas si je devais tout croire,
mais les preuves, elles étaient bien réelles. Les dates, les lieux, les images, tout correspondait au moment où Becky disait être ailleurs. Quand je lui ai demandé comment elle avait tout rassemblé, Emily a expliqué que 2 amis l'avaient aidé à suivre Becky, et qu'il leur avait fallu des mois. Selon elle, c'était uniquement pour se protéger. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un prêt ou un investissement? Ai-je demandé. Appelle ça comme tu veux, a-t-elle répondu. 50 000. J'ai un business plan solide. Le marché de la nourriture bio pour animaux explose. J'ai juste besoin que quelqu'un croie en moi. Ironiquement, à ce moment-là, j'ai presque respecté son culot. Au moins, elle était honnête sur ce qu'elle voulait, contrairement à d'autres. Et qu'on le veuille ou non, elle m'avait sauvé. Sauvé des années de mensonges. Elle m'avait empêché d'élever l'enfant d'un autre homme en croyant qu'il était le mien. Elle m'avait empêché de continuer à vivre une comédie. Laisse-moi ton business plan, ai-je dit. Je règle ça d'abord, et on en reparle après. Elle a hoché la tête, soulagée. En partant, elle s'est retournée et a dit. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que tu méritais mieux qu'elle. Ah oui? Comme si j'allais tomber dans ce discours. Mais, pour être juste, je lui devais quelque chose. Et moi, je paye toujours mes dettes. J'ai continué à analyser le dossier. Il se moquait de moi. Des blagues réelles, se foutant de ma gueule, sur le fait que j'étais naïf, sur comment je bossais comme un dingue pendant qu'ils s'amusaient, sur la chance qu'ils avaient que je voyage si souvent à cause de la ferme. Ils se moquaient même des machines agricoles chères que j'avais achetées, parce que ça leur laissait plus de temps pour être seul pendant que je travaillais. J'ai ouvert mes relevés bancaires et j'ai commencé à croiser les dates et les transactions. J'ai découvert au moins 115 000 $ au cours des 8 derniers mois qui ne correspondaient à rien. Retraits en espèces, achats étranges dans des bijouteries pour des objets que je n'ai jamais vus, un week-end dans un chalet en location. Mais attends, ça devient encore mieux. J'ai trouvé des captures d'écran des conversations de Becky avec ses parents. Ses parents, le parfait pasteur Robert et sa femme irréprochable, Suzanne, savaient tout et avaient décidé de couvrir l'affaire pour protéger leur image de famille pure et sans tache. Mais le pasteur Robert n'est pas n'importe quel pasteur. Il dirige la First Baptist, la plus grande église de notre comté, avec plus de 500 fidèles. Le genre d'endroit où tous ceux qui veulent se montrer viennent le dimanche. Il roule en Cadillac Escalade flambant neuve, propriété de l'église pour des besoins ministériels. Suzanne dirige le ministère féminin et siège à au moins 6 comités caritatifs. Ces gens-là se baladent le nez en l'air depuis plus de 20 ans, se comportant comme les représentants officiels de Dieu sur terre. Toujours à prêcher la morale, les valeurs familiales, et à expliquer que le monde part en enfer parce que les gens n'obéissent pas à leurs règles. Et pendant tout ce temps, ils savaient que leur fille me trompait. J'ai vu des messages de Becky à sa mère. Maman, je panique. Emily c'est pour moi et Jason. Et si elle le raconte à mon mari? Réponse. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton père va gérer. La mère d'Emily a besoin de cette lettre de recommandation pour le poste au département d'éducation. Elle ne va pas prendre le risque. Un autre message du père à Becky. Nous avons déjà parlé à Emily. Elle a compris ce qu'elle risquait. Sois juste plus prudente à l'avenir. Ces mêmes personnes me recevaient tous les dimanches pour le dîner. Le même homme qui m'appelait « mon fils ». La même femme qui me demandait quand elle aurait enfin un petit enfant, tout en sachant que leur fille me trompait et attendait l'enfant d'un autre. J'ai continué à faire défiler les messages, et c'était de pire en pire. Il y avait même une discussion sur la façon dont il comptait gérer la situation du bébé. Le pasteur Robert écrivait. J'ai bien réfléchi à ta situation. Je pense que la meilleure solution pour l'instant est de le laisser croire que l'enfant est de lui. Plus tard, quand la situation avec Jason sera stabilisée, nous pourrons envisager d'autres options. Jason a évoqué l'idée de transférer sa clinique, peut-être dans la même région. Après une période appropriée, tu pourras demander le divorce. Considère ça comme une pénitence pour tes choix. L'alternative serait de causer un énorme scandale, nuire à la réputation de notre famille et à ma position dans l'Église. Tout était là. Le plan complet. M'utiliser comme couverture jusqu'à ce que Jason quitte sa femme. Me laisser croire que j'allais devenir père. Me laisser élever l'enfant d'un autre homme pendant 1 ou 2 ans. Puis, elle demanderait le divorce, attendrait un peu, et finirait avec le vrai père. Tout ça,
uniquement pour protéger la réputation et le poste du père. Je n'arrivais pas à croire que c'étaient les mêmes personnes qui m'avaient accueilli dans leur famille. Qui avaient prié pour notre mariage pendant la cérémonie. Qui nous avait offert une Bible familiale avec une dédicace manuscrite parlant et honorer ses vœux devant Dieu. Quelle ironie! Plus je découvrais, plus tout devenait clair. La raison pour laquelle les parents de Becky étaient si présents dernièrement. Pourquoi ils venaient sans prévenir? Pourquoi ils l'appelaient plusieurs fois par jour? Ce n'était pas de l'inquiétude de beaux-parents attentionnés. Ils géraient littéralement la double vie de leur fille. Tous les dimanches, pendant 4 ans, je me suis assis sur le banc de cette église à écouter le pasteur Robert prêcher sur l'intégrité, l'honnêteté et les principes chrétiens. Je donnais de l'argent aux collectes, je faisais du bénévolat pour leurs événements, je respectais ces deux-là comme des guides spirituels, et comme une famille. Et pendant tout ce temps, ils se moquaient de moi. Pas seulement de moi, mais de tout le monde. Quand j'ai fini de tout lire, j'ai remis les documents dans la pochette et je les enfermés dans le coffre. Ces gens pensaient être malins. Mais ils allaient bientôt découvrir qu'un fermier n'est pas aussi stupide qu'il le croit. Dès que j'ai eu toutes les preuves, je n'ai pas perdu de temps. D'abord, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce, Marcus, dans un comté à 3 heures d'ici, pour que personne en ville ne le sache trop vite. J'ai passé 48 heures à faire semblant, à suivre ma routine normale, comme si de rien n'était. Une partie pour mettre mes idées en ordre. L'autre pour observer Becky vivre son mensonge, comme si tout était normal. C'était comme une pièce de théâtre. Et mon rôle préféré? Celui du naïf. Le dimanche, je me suis même assis à la table avec ses parents pour le dîner, le lendemain de ma découverte. Le pasteur Robert a fait la prière. Que la grâce de Dieu bénisse ce repas et cette famille. La scène était presque comique. Le lundi matin, j'ai passé l'appel. J'ai dit à Becky que je devais aller vérifier un problème d'irrigation sur un champ. J'ai roulé 40 minutes jusqu'à un Starbucks dans le comté voisin et j'ai appelé depuis le parking. Marcus m'a demandé si nous avions un contrat de mariage. Nous n'en avions pas. Mais dans notre État, il n'y a pas de régime communautaire. Ce qui veut dire que Becky ne pourra garder que ce qu'elle pourra prouver avoir financé. Et vu qu'elle dépensait plus qu'elle ne gagnait avec ses boutiques en ligne ratées. Ça ne fait pas grand-chose. En plus, la ferme a été achetée par moi seul, donc elle reste protégée. En résumé, elle va se retrouver sans maison, sans terre, sans argent, juste avec une montagne de dettes et un bébé qui n'est même pas le mien. Avec une trahison aussi bien documentée, et une grossesse qui n'est clairement pas de moi. Nous étions dans une position excellente. Les tribunaux n'aiment pas du tout ce genre de tromperie. Mon avocat m'a expliqué toute la procédure, la requête, les mesures temporaires, la phase de découverte, les éventuelles négociations. Il m'a conseillé de rassembler tous les documents financiers, relevés bancaires, actes de propriété, tout ce qui prouvait ce que je possédais avant le mariage et ce qui avait été acquis après. J'ai imprimé des relevés montrant des retraits en espèces correspondant à des réservations d'hôtels. Et j'avais aussi des enregistrements d'appels téléphoniques avec elle, tout à fait légal dans notre État, qui autorisent les enregistrements avec le consentement d'une seule partie. Mon avocat était presque prêt à me faire un « check » virtuel au téléphone. Avec toutes ces preuves, Becky n'allait même pas sentir l'ombre de ce que la loi pourrait lui accorder. En fait, vu les circonstances, on pourrait même la poursuivre pour fraude. Rien que le fait d'avoir voulu me faire passer pour le père d'un enfant qui n'est pas le mien pouvait déjà être considéré comme une fraude légale, sans parler de l'utilisation abusive des ressources communes pour financer sa liaison. Elle voulait sa liberté? Très bien. Mais pas avec mon argent. Pendant que l'avocat s'occupait de la paperasse, j'ai discrètement transféré la majeure partie de nos actifs liquides sur des comptes à mon seul nom. Pas tout, mais assez pour que si Becky tentait de vider nos comptes communs, elle ne trouve presque rien. Ensuite, j'ai appelé Rick, un agent spécialisé dans les propriétés agricoles. Il est venu à la ferme, a tout évalué et m'a donné un prix 30% plus élevé que ce que j'espérais. Les terrains dans notre région avaient pris beaucoup de valeur grâce à de nouveaux projets commerciaux à proximité. Tout était prêt à être vendu dès que le divorce serait officialisé. Quand Becky comprendrait ce qui se passait, je serais déjà loin. J'ai aussi commencé à chercher des propriétés à 800 km d'ici. J'ai trouvé une superbe exploitation bovine dans le Montana, qui coûterait moins cher que ce que ma ferme rapporterait une fois vendue. Meilleur droit d'eau, plus de terre, une maison plus récente. J'ai lancé quelques sondages, passé des appels.
Rien de signé, mais c'était bon d'avoir des options. La partie la plus difficile, c'était de la voir commencer à donner des signes de grossesse. Elle refusait le vin au dîner, disait qu'elle avait des nausées le matin, achetait des crackers salés, tout un petit théâtre monté pour moi, pour me préparer à la grande révélation, que j'allais devenir père. Un soir, elle s'est blottie contre moi sur le canapé, en parlant de notre avenir. Elle a dit que peut-être, il était temps de reparler d'avoir un enfant. Je suis resté là, hochant la tête, répondant, bien sûr, en ressentant rien. Maintenir le théâtre était épuisant, mais en même temps, étrangement satisfaisant. Chaque mensonge que je laissais passer, chaque sourire faux que je renvoyais, chaque « oui » de façade me confirmait que j'étais sur la bonne voie. Ces gens méritaient tout ce qui allait leur arriver. Marcus m'appelait tous les quelques jours pour me tenir au courant. La procédure avançait. Il avait trouvé des précédents juridiques qui renforçaient notre dossier. Il avait même déjà un huissier expérimenté, habitué aux situations délicates, prêt à intervenir. « Comment tu veux que la citation soit remise ?» Il a demandé. « En privé, à la maison ? Ou en public ? C'est toi qui décides. » C'est là que j'ai commencé à penser à Thanksgiving. Chaque année, on assistait à un service spécial à l'église de son père, puis on dînait chez ses parents. La grande maison était remplie de proches, de fidèles de l'église, d'amis. La scène parfaite. J'ai eu une longue discussion avec Mike, le responsable de la ferme, qui travaille avec moi depuis 3 ans. Un gars fiable, en qui j'ai totalement confiance. Je lui ai dit que je pourrais devoir m'absenter un moment et je lui ai demandé s'il pouvait gérer tout seul. Mike a hoché la tête. Ce que vous voulez, patron. Tout sera sous contrôle. 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai retrouvé Emily dans un restaurant, 2 comtés plus loin. J'ai glissé une enveloppe avec un chèque de $25 000 sur la table. La moitié maintenant, l'autre moitié quand tout sera terminé, j'ai dit. Tu viens au dîner comme si de rien n'était. Tu es toujours invité, non ? Elle a confirmé d'un signe de tête. Suzanne m'a appelé hier pour confirmer. Je pense qu'ils ont peur que je balance tout si je ne viens pas. Parfait. Sois juste naturel et viens tôt. Elle a encore acquiescé. Jason et Cathy seront aussi là. Suzanne les a invités le mois dernier. Encore mieux. Avoir le vétérinaire et sa femme sur place rendrait tout encore plus parfait. Tout le casting réuni. 2 nuits avant le repas, j'étais dans le garage de mon ami Tom pendant qu'il bricolait sa Harley. On se connaît depuis le lycée. C'est la seule personne à qui j'ai tout raconté. Mec, tu devrais juste lui remettre les papiers à la maison et en finir. Tout ça, c'est trop, il m'a dit. Ce n'est pas pour le spectacle, j'ai répondu. C'est pour les conséquences. Ces gens pensent qu'ils peuvent tout faire sans jamais payer. Pas cette fois. Tom a secoué la tête. C'est ton choix, mec. Mais ne compte pas sur moi pour t'aider à planquer des cadavres. J'ai ri. Pas de cadavres. Juste une humiliation publique bien méritée. Sur le chemin du retour, je me sentais plus serein que depuis des semaines. Tout était en place. Les papiers prêts. L'huissier engagé. Dans moins de 48 heures, Becky et sa famille allaient découvrir que leur plan soi-disant parfait avait un énorme défaut. Ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Je ne suis pas un gamin gâté de la ville qui s'effondre dès que la vie se complique. J'ai grandi en voyant des récoltes échouer, des bêtes mourir, des machines cassées au pire moment. Quand quelque chose va mal dans une ferme, on ne pleure pas. On nettoie et on continue. Et c'est exactement ce que j'allais faire. Maintenant, le moment amusant approchait, Thanksgiving. Ce n'était pas un Thanksgiving ordinaire dans notre ville, à l'église First Baptist. C'était pratiquement un 2e Noël. Le pasteur Robert organisait un grand culte des récoltes le matin, avec l'église décorée de bottes de foin et de tiges de maïs. Tout le monde, important, était présent. Ensuite, le « cercle intime » était invité à dîner chez le pasteur. On parle de 30 à 40 personnes entassées dans leur salle à manger et leur salon. Suzanne passait la semaine entière à prétendre qu'elle faisait cuire tous les plats alors que la majorité venait d'un traiteur chic en ville, mais elle faisait semblant d'avoir tout cuisiné elle-même. Les anciens de l'église, les plus grands donateurs, les proches, et quelques invités spéciaux qu'on essayait d'impressionner pour les convaincre de rejoindre la congrégation. Chaque année, c'était la même routine. On arrivait tôt pour « aider »,
à tout préparer, ce qui voulait dire que je portais les tables et les chaises pendant que Becky et sa mère bavardaient dans la cuisine. Le pasteur Robert faisait toujours son petit show pour découper la dinde, puis lançait une prière de remerciement qui était en réalité un autre sermon. 3 jours avant, j'avais tout confirmé avec Marcus. Les documents étaient prêts. Plusieurs copies, une pour Becky, une pour ses parents, et d'autres copies de sécurité, toutes rangées dans des enveloppes séparées. L'huissier, Derek, était programmé pour 18 h, pile à l'heure où le dîner devait commencer. J'ai appelé Emily pour m'assurer qu'elle était toujours partante. Tout le monde s'attend encore à ce que je vienne, elle a confirmé. Suzanne m'a appelé hier pour confirmer le nombre d'invités. Elle m'a dit d'arriver à 17 h 30. Parfait. Agis normalement et garde ton téléphone chargé. Pourquoi? Tu veux que je fasse quelque chose? Non. Mais tu vas vouloir filmer ce qui va se passer. Fais-moi confiance. La veille de Thanksgiving, Becky s'agitait pour cuire des tartes qu'elle prétendait avoir faites maison. En réalité, elle venait de la boulangerie de la ville, elle les mettait juste dans ses propres plats. Tu peux aller chercher ma robe au pressing? Elle a demandé. Et il faut qu'on parte à 8 h demain pour aider ma mère à tout préparer. Pas de problème, j'ai répondu, en prenant le reçu. Tu veux autre chose? Elle a réfléchi une seconde. Peut-être des fleurs pour la table. Maman adore quand on apporte des fleurs. Ça marche. Je suis allé en ville, j'ai récupéré sa robe et je suis passé chez le fleuriste. J'ai demandé la composition la plus chère qu'ils avaient. Quand la fleuriste m'a demandé si je voulais une carte, j'ai souri. Pas besoin. Les fleurs parleront d'elles-mêmes. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac à dos et je l'ai caché dans la camionnette. Des vêtements pour quelques jours et un peu de liquide. J'avais réservé un motel à une centaine de kilomètres d'ici. J'ai presque pas dormi, je me sentais comme un enfant la veille de Noël. Mais au lieu d'attendre des cadeaux, j'étais sur le point de larguer une bombe nucléaire sur la vie de ma femme infidèle et de sa famille hypocrite. Le matin de Thanksgiving, je me suis levé tôt et j'ai mis mon plus beau costume, celui que je porte au mariage et aux enterrements. Ça me semblait parfaitement approprié. Becky a passé 1 heure de plus à se préparer, coiffure et maquillage. Elle a mis sa nouvelle robe, assez serrée pour montrer son petit ventre de femme enceinte qu'elle croyait que je n'avais pas remarqué. Le culte s'est passé comme d'habitude. Église pleine, 600 personnes entassées sur les bancs. Le pasteur Robert a fait son sermon sur la gratitude et la famille en me regardant plusieurs fois pendant qu'il parlait des liens sacrés entre mari et femme. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Dieu voit nos cœurs, a-t-il crié. Il connaît nos véritables intentions. Il n'y a aucun moyen de lui mentir. Après le culte, il y a eu la petite socialisation habituelle dans le hall, poignée de main, accolades, bavardage. Le pasteur Robert jouait les politiciens, saluant tous les « importants ». Suzanne distribuait les programmes restants et rappelait aux invités spéciaux le dîner. J'ai aperçu Emily près de la table du café, regardant son téléphone. Quand elle m'a vu, elle a fait un petit signe discret. Tout était prêt. Les invités ont commencé à arriver à la maison vers 17 h. Toujours la même clique, les anciens de l'église et leurs épouses, le frère de Becky et sa famille, sa grand-mère qui vit dans une résidence de luxe, quelques cousins, et les invités spéciaux. Cette année, il y avait un médecin et sa femme qui venaient de s'installer et qui cherchaient une église, et aussi un promoteur immobilier intéressé à faire don d'un terrain pour un futur centre jeunesse. À 17 h 45, tout le monde était déjà là, en train de discuter avec leurs boissons sans alcool. Les baptistes ne boivent pas, enfin, pas là où d'autres baptistes peuvent les voir. Je gardais un œil sur la porte et sur mon téléphone, attendant le message de Derek. À 17 h 55, mon téléphone a vibré. En position. 5 minutes. J'ai pris une grande inspiration et commencé à guider les gens vers leur place. Le pasteur Robert aimerait commencer, j'ai annoncé. Tout le monde, veuillez trouver votre carte avec votre nom. Becky s'est assise à côté de moi, elle avait l'air nerveuse. À ce moment-là, j'ai compris, elle prévoyait sûrement d'annoncer sa grossesse pendant le dîner. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Son père s'est levé à la tête de la table. Avant de commencer ce délicieux repas, je voudrais dire quelques mots de remerciement. Et pile à ce moment-là, la sonnette a retenti. Suzanne a commencé à se lever. Je vais ouvrir. Non,
Non, a dit le pasteur Robert en lui faisant signe de rester assise. Reste ici. Ça doit juste être un invité en retard. Il est allé ouvrir, encore avec son tablier pour découper la dinde. Je l'ai entendu dire. Désolé, nous sommes en plein dîner familial. Puis j'ai entendu Derek, direct et professionnel. Je cherche Rebecca Mitchell. Un silence. Alors le pasteur Robert a appelé, la voix tendue. Becky, il y a quelqu'un pour toi. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Becky, qui s'est levée, confuse. Elle est allée vers la porte, où son père se tenait, le visage complètement fermé. Derek tenait plusieurs enveloppes. Ceci est pour vous, dit-il en lui tendant la plus grande enveloppe. Et celles-ci sont pour Robert et Susan Johnson, ajouta-t-il, en donnant 2 autres enveloppes au pasteur Robert, qui les prit machinalement. Vous êtes officiellement notifié. Passez une bonne journée, dit Derek, d'une voix claire et professionnelle. Becky est restée figée. Le pasteur Robert avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai observé pendant qu'elle ouvrait l'enveloppe. La salle était plongée dans un silence absolu quand elle a vu la première page, puis elle m'a regardé. Je l'ai regardée en retour, aussi calme que si de rien n'était. Pas de cris. Pas de drame. Juste des faits. Elle voulait des secrets? Maintenant, il n'y en avait plus aucun. Son visage est devenu blanc. Puis rouge. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Le terme technique, je crois, c'est « demande de dissolution de mariage », dis-je, assez fort pour que tout le monde entende, accompagné de preuves d'adultère, de fraude à la paternité et de conspiration pour tromper. Il y a aussi des copies pour tes parents, puisqu'ils sont mentionnés comme complices. Son père déchirait les enveloppes, lisant les documents avec une horreur grandissante. Suzanne n'a même pas ouvert la sienne. Elle me fixait comme si j'avais 2 têtes. Je me suis levé lentement, attirant l'attention de toute la salle. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai montré une vidéo de Becky et Jason sortant d'un hôtel, s'embrassant sur le parking. La date était bien visible, 2 mois plus tôt, quand elle m'avait dit qu'elle était à un congrès marketing à Cincinnati. J'ai environ 6 heures de ce genre de contenu, dis-je en faisant tourner le téléphone pour que tout le monde voie en plus des messages, des relevés bancaires, et bien sûr, le test de paternité que je vais demander pour le bébé qu'elle attend. Spoiler, ce n'est pas le mien, c'est celui de Jason. C'est là que Cathy, la femme de Jason, s'est levée d'un coup. Quel bébé? De quoi il parle, Jason? Jason avait l'air sur le point de vomir. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Demandai-je, toujours calme. Expliquer comment tu couches avec ma femme. Comment tu es le père de son enfant? Comment ses parents ont aidé à tout couvrir? Finalement, le pasteur Robert parla. C'est absurde. Comment oses-tu venir chez moi et faire de telles accusations? J'ai ri. Vraiment ri. Des accusations? Vous tenez les preuves dans vos mains, pasteur. Regardez la page 12, c'est là que vous conseillez Becky d'être plus prudente et que vous discutez de la gestion de la grossesse. Assez détaillé pour être juste une accusation, vous ne trouvez pas? La tête qu'il a faite valait chaque centime que j'avais dépensé. Becky feuilletait les documents, paniquée. D'où tu sors tout ça? Comment tu? Puis elle a vu Emily, tranquillement, en train de tout filmer avec son téléphone. Toi, tu as fait ça. Emily haussa les épaules. On dirait que les menaces de ton père n'ont pas aussi bien marché qu'il le pensait. Cathy avait arraché l'enveloppe des mains de Jason et la lisait, en larmes. 6 mois? Ça dure depuis 6 mois? Elle regarda Becky, qui n'osa pas croiser son regard. Elle fixait le sol. Les autres invités étaient figés, certains s'éloignant discrètement vers la porte. J'ai laissé le silence planer un instant, puis je me suis levé. Joyeux Thanksgiving à tous. Becky, je dirais que j'espère que le bébé naîtra en bonne santé, mais je mentirais. Et vous tous, peut-être qu'à l'avenir, évitez de couvrir les saletés des autres. Surtout vous, pasteur. Le mensonge, ce n'est pas un péché, selon votre Bible? Puis je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. J'entendais déjà le chaos commencer. Cathy qui criait sur Jason. Le pasteur Robert qui essayait de reprendre le contrôle. Suzanne en pleurs. Quelqu'un avait renversé une chaise.
J'ai continué à marcher vers ma camionnette. Quand je suis monté sur la route, mon téléphone s'est mis à exploser de messages. Message de Becky. Comment as-tu pu me faire ça? Il faut qu'on parle. Je suis désolé. S'il te plaît, reviens. Des messages vocaux de son père, passant des menaces aux supplications. Même un message de Suzanne, pleurant tellement qu'on comprenait à peine ce qu'elle disait. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à rouler. Le motel m'attendait. Et après ça, une nouvelle vie bien loin de tout ce cirque. Plus tard dans la nuit, quand j'ai rallumé mon téléphone un instant, j'ai reçu un message d'Émilie. Sainte pagaille. C'était un vrai carnage après ton départ. La femme de Jason lui a balancé la sauce pour la dinde en pleine tête. Quand est-ce que je reçois l'autre moitié de l'argent? J'ai répondu. Regarde ton compte. C'est déjà viré. Merci pour le spectacle. Ça valait chaque centime. Elle a répondu. Meilleur Thanksgiving de ma vie. Et j'étais bien obligé d'être d'accord. Assis dans ce vieux motel, je me sentais mieux que depuis des mois. Plus de mensonges. Plus de mascarade. Le lendemain, j'appellerai Marcus pour planifier la suite. Mais ce soir-là, j'allais enfin dormir tranquille pour la première fois depuis des semaines, en sachant que j'avais servi un plat de vengeance bien froide, exactement comme il le méritait. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh, quelle belle petite famille modèle. Un vrai exemple d'amour, d'unité, d'hypocrisie XXL. Franchement, il faut un sacré talent pour mentir et jouer les saints en même temps. Mais je dois dire, voir tout leur petit théâtre s'effondrer, c'était mieux que n'importe quelle série Netflix. Et vous, est-ce que vous auriez eu le courage de servir une vengeance aussi glaciale au dîner de famille? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de voir qui est dans la team vengeance ici.